Ce mois-ci, au Mardi de l'Environnement, nous avons rencontré un architecte pas comme les autres. À l'occasion de ce numéro consacré au Grenelle de la mer, il nous ouvre les portes de sa péniche sous le pont de la Concorde. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Jacques Rougerie. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est parfois qualifié d'architecte amphibie. Un ami, Jean-Louis Fournier, dit de lui « c'est un poisson déguisé en homme ». En effet, son parcours est marqué par la mer. Après ses 10 premières années passées en Afrique, où il garde l'image de la force des eaux qui repousse les marins sur la côte, il étudie plus tard à Paris, aux Beaux-Arts, où il rencontre Paul Mémon, architecte et urbaniste, auteur d'études sur les villes flottantes. À la fin des années 60, il parcourt le monde, du Japon au Bénin, à la rencontre des hommes vivant avec l'eau. Plongez avec nous à la rencontre de cet architecte visionnaire. Moi, j'ai deux passions, l'architecture et la mer. Donc, j'ai essayé dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle de lier ces deux passions d'une façon très forte, puisque même on est sur l'eau, vous voyez, je suis au cœur de cette péniche. J'ai d'un côté l'atelier où on fait toutes nos recherches, tous nos projets d'architecture liés au monde sous-marin, et je vis à bord de cette péniche, le Saint-Paul. Donc, je vis complètement en osmose par rapport à ces deux passions. Alors cette passion vient d'il y a très longtemps, mon premier regard, je me rappelle, c'est un regard sur la mer. J'étais en Afrique et face à ce grand océan, l'Atlantique, et j'ai toujours été fasciné par la mer. J'ai toujours été fasciné par cette notion de bâtir pour les hommes, construire, faire des maisons, des cubes, les assembler, donc cette notion, et le futur, préparer le futur. Très jeune, je lisais beaucoup de romans de science-fiction, il faut reconnaître. Et 20 milieux sous les mers, vraiment, ça a été le déclencheur, c'est-à-dire cette façon de décrire des hommes qui vivent complètement en autarcie sous la mer et qui vont devenir des mériens en quelque sorte, et non plus des marins ou des terriens. Et puis il y a eu un deuxième choc, ça a été Cousteau, Le Monde du Silence, où là on découvre des merveilles, des jardins, des galaxies du corail, et on découvre qu'il y a des saisons sous la mer. La mer, c'est pas glauque, c'est pas uniquement une mangeuse d'hommes, de marins, c'est ça aussi, c'est une réalité. Et puis il y a eu un troisième choc extraordinaire, premier pas sur la Lune. Pour moi, c'est-à-dire le génie humain. Ces deux grandes conquêtes, le monde sous-marin, avec Cousteau qui faisait ses premières maisons sous-marines, les Américains aussi, et la NASA ou les Russes qui partaient dans l'espace pour faire des stations sur la Lune. Puis j'ai eu beaucoup de chance donc, de rencontrer la plupart de ces personnages, Cousteau ou les gens de la NASA, qui m'ont amené dans ces mondes. Donc on a créé un centre de recherche qui s'appelait le CAM, le Centre d'architecture de la mer et de l'espace. Et on a réalisé donc en 1977 notre première maison sous-marine, ça a été Galatée. Et puis après Galatée, nous avons réalisé Aquabulle, donc c'était des laboratoires sous l'eau. Puis on a imaginé, on a compris aussi tout de suite qu'il fallait apporter cette connaissance, ce regard sous la mer au niveau du grand public. Donc tout ça pour dire que progressivement, avec les maisons sous-marines, les centres de la mer, nous avons donc réalisé Nausicaa Boulogne-sur-Mer, donc le Centre national de la mer, Océanopolis à Brest. Donc toutes ces actions ont fait, c'était un peu, c'était l'éveil. Et puis maintenant, il faut agir. Nous l'avons vu, Jacques Rougerie a rencontré au cours de sa vie de nombreuses figures de l'exploration. De là est né un premier projet, l'Aquaspace, un trimaran de 22 mètres de long à la coque centrale transparente, qui lui a permis de traverser l'Atlantique et surtout de se rendre compte que pour mieux s'immerger dans les fonds marins, il était nécessaire de dériver. Ainsi lui est venue l'idée du Sea Orbiter. Il y a une dizaine d'années, avec Jacques Picard, avec Henri Germain Delauze, donc de la Comègue, Jacques Picard qui est l'homme qui a été le plus profond sous la mer à 11 000 mètres, et Jacques m'a dit il faut le futur, à travers toutes ces technologies qu'on a développées, tout ce savoir, toute cette approche qu'on veut de transmettre aux jeunes générations ce que représentent les océans. Il faut aller au cœur des océans, dans les grands courants océaniques, il faut dériver au cœur de ces courants. Il faut créer des outils qui dérivent avec des hommes à bord, avec un équipage qui dérive. Et c'est comme ça, au bord du lac Léman, où il a créé lui-même ses sous-marins,
que nous avons imaginé, rêvé avec Jacques Piccard à ce fabuleux engin qui est Sea Orbiter. Voilà la naissance du Sea Orbiter. Les lois de la physique dans l'architecture marine sont bien différentes. Jacques Rougerie a dû les intégrer dans son projet. La pression, la poussée d'Archimède, la troisième dimension. C'est pourquoi son projet nécessite encore certaines mises au point. Retour sur les dernières avancées. Il faut savoir que Sea Orbiter, à 80% du temps, pour ne pas dire 90%, sa fonction c'est de dériver dans la masse d'eau. Donc de créer ce phénomène d'agrégation qui va se produire autour et d'observer ce phénomène d'agrégation et de regarder un peu ce qui se passe, comment le jour, la nuit, les animaux se comportent autour de ce phénomène d'agrégation que les pêcheurs connaissent bien. Ce qui est important, c'est que l'homme, non seulement il faut voir sous la mer, il faut être en dessous de la mer et bien en dessous de la mer, entre 0 et moins 12 mètres, mais il faut pouvoir sortir sous la mer. Donc il faut que ce soit un crash plongeur, il faut que l'engin puisse permettre à un équipage, comme dans une station orbitale, la station internationale, pouvoir sortir dans l'espace. Donc il fallait sortir dans l'espace sous-marin, où il se passe un certain nombre de phénomènes, revenir, quelles que soient quasiment les conditions de mer en surface. Donc voilà comment est née l'idée de faire un engin autre, un vaisseau autre, et donc la verticalité, donc un bateau vertical s'est imposé parce que ça correspondait bien à ce programme qu'on voulait, à cette utilisation, à cette dérive, et tout le reste a découlé. Donc j'ai commencé à dessiner, à faire les premières maquettes, les premiers modèles d'architecture navale. Donc on a testé un modèle au 15e, c'est un très grand modèle, au Marine Tech, donc en Norvège, qui est le plus grand centre d'essai en bassin de Carène en Europe, où on a testé le Sea Orbiter, enfin la maquette, le modèle du Sea Orbiter au 15e, dans toutes conditions de mer, de vent, de courant. Il a une contrainte, c'est son tirant d'eau qui est très important. Son tirant d'eau fait quand même 31 mètres. Donc ça y est, on a trouvé un système pour que la quille, on puisse la diviser en deux, la relever avec des systèmes hydrauliques pour arriver à un tirant d'eau de 12 mètres. Il y a aussi un système de motorisation. Il y a un obstacle, on dérive, mais les courants, vous ne dérivez pas, les courants vous rejettent, ça tourne, c'est tourbillonnant. Donc quand vous arrivez dans des zones îliennes, où il y a plein d'îles par exemple comme les Antilles, à ce moment-là, il faut pouvoir s'écarter des îles ou aller vers les îles mais bien contrôlées. Donc il y a deux gros moteurs électriques qui permettent donc soit d'être en position dynamique, soit de se déplacer, soit il y a un bateau qui arrive et qui ne veut pas se dérouter pour X raisons. C'est vous qui vous déroutez, donc il y a une sécurité à ce niveau-là. Le Sea Orbiter est conçu pour observer les couches supérieures des océans et les fonds marins. C'est donc un outil formidable pour les climatologues et les biologistes. Il permet d'accueillir 18 personnes, dont 10 en milieu pressurisé pour des missions longues d'observation sous-marine. Dans les programmes, il faut qu'il y ait à bord des gens qui ont la capacité, qui ont la fonction de dire c'est oui, c'est non ou c'est peut-être, mais de pouvoir prendre cet engagement. Donc il faut des scientifiques. Donc il y a forcément des programmes scientifiques sur l'observation des cétacés, sur l'observation des tortulutes, sur les problèmes de courant, de DCP, de climat, puisqu'on a un grand programme climat. Donc il faut un climatologue, il faut un biologiste, et ainsi de suite. Donc à bord, il y aura, d'abord il y a un comité d'éthique qui gère Sea Orbiter, ce comité d'éthique, bien entendu, il y aura une partie qui sera dédiée aux scientifiques, donc ils décideront si un programme qui est proposé soit par une université, soit par vous-même par exemple, et correspond à l'éthique, à la charte de Sea Orbiter et à une réalité scientifique. Pour l'avenir, l'ambition de Jacques Rougerie n'est pas liée à une inquiétude, mais à un besoin d'observer et d'anticiper. S'il représente une avancée scientifique, le Sea Orbiter est aussi un outil pédagogique à l'attention des générations futures. Ce n'est pas du tout un bateau océanographique, ce n'est pas un engin purement scientifique dans la tradition de la science. C'est un engin d'exploration d'une aventure humaine et c'est un engin communicant.
qu'il faut que ce vaisseau soit le symbole porteur de quelque chose, d'un rêve futur, d'une connaissance. Et donc j'ai voulu, c'est vrai, lui donner un aspect un peu de sentinelle, de protection. Il faut que les enfants s'identifient un peu à ce bateau, se l'approprient. C'est très important. Donc il faut qu'ils correspondent à leur imaginaire. Il est grand temps de lui tendre la main. La terre ne risque plus d'être des deux mains. On grignote les sols, petit à petit. Partout où l'on passe, le paysage est noirci. Les rues sont l'urine et regorgent de débris. Nous créons cet environnement hostile pour nos familles. Regarde les mers, les bois, les animaux se meurent. Pour nous accueillir, la terre n'a pas de petite sœur. Pourquoi tant maltraiter ce que nous aimons pourtant? Que sommes-nous en train de léguer à nos enfants? Faut-il que tout soit vierge pour qu'ils te repentissent?